Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, donc, on finalise avec cette dernière vidéo l'exercice 1, donc l'exercice d'analyse qui concerne donc le bac du Maroc de 2024. J'ai déjà fait pas mal de corrections en live sur TikTok, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas avec toute la communauté. On corrige tout ça ensemble à chaque fois en direct. Donc merci encore une fois à tous ceux qui s'abonnent à mon compte TikTok. Je vous le remets encore une fois à l'écran, comme ça au moins vous l'avez. De toute manière, vous avez tout en description. N'hésitez pas à aller voir ça. Je suis en live tous les soirs là-bas à 21 h. Et donc on est parti. Il nous restait plus qu'à faire de la question 6A jusqu'à la question 8C. Donc on va tout faire ensemble, comme ça au moins sur la chaîne, vous aurez en 3 vidéos, en 3 parties, la correction de tout cet exercice-là, qui est vraiment un exercice hyper intéressant, qui utilise à la fois des choses de sup et de spé, qui utilise à la fois des choses que vous voyez vous dans le programme de terminale classique en France. Donc voilà, un beau mélange qui était pas si facile que ça, mais voilà, au moins vous avez toute la correction. Et j'espère que déjà les 2 précédentes vidéos vous ont plu, que vous avez bien compris. J'ai eu une tonne de retours ultra positifs, donc merci encore à tous. Ok, donc let's go, on est parti, on perd pas plus de temps. Juste avant qu'on commence la vidéo, n'hésite pas à aller en barre de description. Tu pourras retrouver un lien pour commander des cours particuliers avec moi. Et également, si tu es en 3e ou en terminale, tu pourras commander des brevets blancs et des bacs blancs personnalisés. Donc tu me dis les chapitres que tu veux travailler. Moi, je t'envoie un sujet perso. Tu le fais, tu m'envoies ta copie. Moi, je te la corrige, je te mets une note et je te mets toutes les indications sur lesquelles tu as fait des erreurs. Et je te renvoie tout ça. Ça, tu auras un excellent outil pour pouvoir te préparer au mieux à tous les examens nationaux. Et n'oublie pas, je suis désormais en live à partir de 21 h précise sur TikTok tous les soirs. Donc on se retrouve là-bas. Et sur ce, on peut commencer la vidéo. Donc pour la question 6A, alors encore une fois, pour toutes les autres questions, donc là on va réutiliser des choses qu'on a vues dans les précédentes questions. Je vais à chaque fois rappeler quels étaient les résultats sur lesquels on était tombé tout simplement. Et donc tout simplement les résultats qu'on va devoir utiliser. Mais n'hésitez pas à regarder les 2 précédentes vidéos. Encore une fois, je vous mettrai les liens en description si jamais vous voulez aller voir comment on a démontré ces choses-là. Donc c'était tout ce qui va être relatif voilà, à la partie, enfin à la question grand 5, à la question je crois également grand 3, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir les deux précédentes vidéos. Donc pour la question 6A, on vous demandait tout simplement déjà dans un premier temps de dresser le tableau de variation de la fonction f. Ok, donc nous, alors je vous le remets ici, d'après la question 5A, donc vous pouvez marquer, hein, donc d'après, donc c'était la question, pardon, 5D, excusez-moi, voilà, boum. Donc on avait dit que f' de x était compris de manière large entre -1/2 et 0, ok? Donc ça, c'était valable pour tout x appartenant à 1 plus l'infini. Encore une fois, normalement, en description, vous pouvez trouver le sujet du bac du Maroc. Si jamais, là, c'est trop petit à l'écran, le sujet. N'hésitez pas, dans la barre de description, vous avez le sujet du bac du Maroc. Donc, c'est le bac du Maroc de maths de 2024. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Donc là, on va utiliser ça et on vous demande donc tout simplement de dresser le tableau de variation. Bon, je vous le fais rapidement, hein, c'est pas très compliqué. Encore une fois, là, on est sur 1 plus l'infini. Ok, la dérivée, donc le signe de la dérivée. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Donc on a une dérivée qui est strictement, enfin inférieure ou égale à 0, d'accord? Donc là on va avoir un moins, et donc si on a un moins, forcément sur notre fonction classique, on va avoir une fonction qui va être strictement décroissante. Donc là c'est le signe, et là c'est les variations de f. Voilà, j'espère que c'est clair pour le petit tableau. Donc ça conclut la question 6A. Pour la question 6B, normalement, je vous la mets à l'écran. Donc je l'ai tracée avec GeoGebra, comme ça au moins vous avez le tracé de la fonction. Bon, c'est une fonction, voilà, vous pouvez la tracer à la main. Bon, moi, je préfère pas la faire au tableau parce qu'encore une fois, je vais la faire à main levée. On va pas très bien voir. Mais encore une fois, voilà, vous l'avez au tableau pour le tracer. Donc là, il fallait juste le faire comme cela. Ok, donc on peut passer à la suite. Donc directement à la question 7, ce sera plus intéressant. C'est les parties calculatoires. Donc, cette fois-ci, on vous demande de montrer que l'équation f de x, donc on veut montrer que f de x qui est égal à x moins 1, bah ça, c'est possible que pour une seule solution petit a. Donc, il faut montrer que cette équation-là admet une unique solution sur l'intervalle. Donc, il faut montrer que cette solution-là, c'est a, d'accord? Donc, l'ensemble des solutions, c'est a, avec a qui appartient, du coup, à l'intervalle 1, 2 exclu. OK? Alors, ça, c'est une méthode classique, j'ai envie de dire, qui était faisable pour des terminales en France, encore une fois. On vous demande de montrer qu'une fonction est égale à quelque chose d'autre. Donc là, en l'occurrence, c'est égal à une autre fonction du côté gauche, enfin du côté droit, pardon. Donc là, en fait, ça revient à faire l'étude de position relative entre 2 fonctions. Donc on va tout simplement poser une fonction, donc on pose h de x, qui sera égale en fait à celle que vous avez à gauche, moins celle que vous avez à droite.
D'accord? Donc ça, c'est méthode classique. Hein, on appelle ça la méthode de l'étude de position relative entre deux fonctions. Ok? Donc f de x moins x moins 1. Ok? Donc ça, si on simplifie, hein, donc ça va nous donner que h de x, c'est égal à f de x moins x plus 1. Ok? Ça implique que tout simplement la dérivée, si on essaie de la faire, hein, parce qu'on va en avoir on en a besoin ici, parce que justement, on demande de montrer que cette équation-là admet une unique solution. Donc, encore une fois, mettez-vous dans la tête que quand vous avez ce genre de questions, il faut penser au théorème de la bijection, ou alors il y en a d'autres qui l'appellent le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Hyper important quand vous voyez la question montrer que telle fonction admet une unique solution, ou telle équation admet une unique solution, vous savez qu'il faut penser à ça. Théorème de la bijection ou corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, c'est la même chose. Donc, il faut juste faire une étude, voilà, avec calcul de la dérivée. Vous faites un petit tableau, vous regardez s'il y a bien le alpha, en général, on note ça alpha. Bon, nous, dans notre cas, ce sera un A. Voilà, il faudra bien faire attention à bien marquer A. Et avec la strictomonotonie et la continuité, on peut utiliser le théorème de la bijection et donc conclure. Donc là, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, pensez bien à la méthode de vous prenez la fonction de gauche et vous faites moins la fonction de droite et vous étudiez cette nouvelle fonction-là que vous avez posée. Donc là, si on fait la dérivée, ça va tout simplement nous faire f' de x moins la dérivée de moins x plus 1, ça va nous faire moins 1, c'est fini. Ok. Qu'est-ce qu'on savait, nous? Alors, je vais vous remettre les... Donc ça, c'est ce qu'on veut montrer, hein, voilà. Nous, on sait, voilà, je peux vous le remettre ici, on sait que, d'après la question, encore une fois, 5D, que pour tout x appartenant à 1 plus l'infini, donc exclu, on sait que f' de x est inférieur ou égal à moins 1 demi et inférieur ou égal à 0. Ok? Donc forcément, f' moins 1, d'accord? Donc là, je fais moins 1 du côté gauche, du côté droit et au milieu. On va donc avoir moins 1 demi, ça va nous faire du moins 3 demi. Là, on va bien avoir f' de x moins 1. Et là, on va bien avoir 0 moins 1, ça va nous faire du moins 1. Ok? Et donc ça, c'est bien strictement inférieur à 0. Donc ça, on sait que c'est égal à h' de x. Donc là, en fait, grâce à ce petit calcul, cette petite démonstration, on a réussi à montrer qu'en fait, h', elle est tout le temps négative. Ok? Donc je vous efface ça, j'espère que c'est clair. Si vous n'avez pas très bien compris, si j'ai été peut-être un petit peu vite, reprenez-le, il n'y a rien de compliqué ici. On pose une nouvelle fonction qui nous permet en fait de faire l'étude de la position relative entre deux courbes, entre deux fonctions. Vous calculez la dérivée classique, vous regardez le signe de votre dérivée. Donc là, grâce à ce qu'on savait depuis la question 5D, encore une fois, on l'avait démontré dans l'autre vidéo, dans la précédente vidéo, vous montrez qu'elle est bien strictement négative. Je vous efface ça comme ça, au moins, je peux l'écrire juste ici. Donc, on va avoir pour notre tableau de variation, donc si on se met entre 1 et plus l'infini. Alors là, d'ailleurs, dans la question, on était sur quel intervalle ? Il va falloir montrer que le petit a appartient à 1, 2. Ok, donc là, on a h' de x, très bien. Et donc là, on va avoir, donc là, on a le signe, encore une fois, signe de h' de x, et là, on va avoir les variations de h. Ok, let's go. Donc là, on sait que c'est tout le temps négatif, strictement négatif, on a dit la fonction h'. Donc, du coup, pour les variations de h, on sait que ça va être une fonction strictement décroissante. On n'a plus qu'à calculer le h de 1 pour voir effectivement, est-ce qu'on va arriver à Est-ce qu'on va avoir une unique solution A, ici, en fait? C'est ça qu'il faut savoir. Donc, h de 1, on peut le calculer ici. h de 1, d'après la fonction qu'on a posée, alors je peux essayer peut-être de vous la remettre là, comme ça au moins. Donc, h de x, on a posé que c'était f de x moins x plus 1. Voilà. Ça, c'est la fonction importante ici. Et là, vous avez f de x, qui est égal à ça. Donc, on va voir effectivement si ça admet une unique solution. Donc, h de 1, ça va nous faire f de 1 moins 1 plus 1. Donc, ça, c'est égal à f de 1 moins 1 plus 1. Donc, moins 1 plus 1, ça s'élimine. Et f de 1, d'après l'énoncé, vous repartez tout au début de l'énoncé. On avait dit que c'était égal à 1 demi. Okay, donc là, on sait que ça va être égal. Donc, je peux effacer. Là, ça va être 1 demi. Ok. Peut-être on peut l'essayer en 2, parce que nous, il faut montrer que A appartient bien à l'intervalle 1, 2. Si on le fait en 2, si on le fait là, on va calculer h de 2. h de 2, ça va tout simplement nous faire f de 2 moins 2 plus 1. C'est bien ça, oui. Ok. Alors, f de 2, avec la fonction f, encore une fois, vous pouvez la récupérer tout en haut de l'énoncé. C'est ln de 2 divisé par 2 au carré moins 1. Ça, c'était la fonction f de x, donc c'était ln de x divisé par x au carré moins 1. Moins 2 plus 1, ça va nous faire moins 1. Ok. Et donc ça, si vous finissez le calcul, ça va nous faire du ln de 2 divisé par 3 et moins 1.
Ok, donc ça, je crois que si vous le faites à la calculatrice, alors je vais récupérer le résultat parce que je l'ai plus en tête, mais je crois que normalement c'est quelque chose de négatif. Voilà, et je crois que ça fait moins 0. Attends, je vais juste le refaire comme ça au moins. Vous l'avez en même temps que moi, donc ln de 2, le tout divisé par 3. Très bien, et on fait un petit moins 1. Donc oui, c'est ça. Donc là, en fait, dans h de 2, on arrive ici à la valeur moins 0,76. Bon, bah on a bien effectivement, en fait, on le voit de manière visuelle, là, dans notre tableau, que effectivement, bah, il va exister un A, tel que, ici, bah, h de A sera bien égal à 0. D'accord? Donc pourquoi, en fait, on a posé cette nouvelle fonction h? Parce qu'en fait, il fallait montrer que h de x égale 0, en fait, tout ça égale 0, ça admet bien une unique solution. Ok? Donc ça, comment est-ce qu'on le justifie avec le théorème justement de la bijection ou le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires? On dit tout simplement que h, c'est une fonction qui est continue sur 1 plus l'infini, ou même sur 1, 2, d'accord? Parce que nous, on demande de montrer sur cet intervalle-là. Donc on dit tout simplement sur 1, 2, bah h est bien définie, elle est bien continue. Très bien. Si elle est bien continue sur 1, 2, on voit très clairement que sur 1, 2, bah, elle est également strictement décroissante. Donc comme on a la continuité et la stricte monotonie, donc là, en l'occurrence, la stricte décroissance, alors on peut dire, d'après le théorème de la bijection, ou encore une fois, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, il existe bien un unique A appartenant à 1, 2, donc à cet intervalle-là précis, tel que h de A est égal à 0. Et en fait, h de A est égal à 0, ça veut tout simplement dire que f de A moins A plus 1 est égal à 0. Et donc si f de A moins A plus 1 est égal à 0, ça veut tout simplement dire que f de A va être égal à A moins 1. Et donc en fait, cette équation-là admet bien une unique solution. J'essaie de vous rédiger comme ça au moins, vous l'avez à l'écran, vous pourrez le renoter avec moi. Donc je vous efface le tableau, comme ça au moins ce sera clair. Voilà, j'espère encore une fois. Sinon, revenez, faites un petit replay sur la vidéo, retournez 15 secondes avant, vous faites pause, vous le réécrivez, vous prenez un screen, vous faites comme vous voulez. Mais la rédaction, vous marquez donc H est continu sur 1, 2. Ok. H est strictement décroissante sur 1, 2 également. Donc, là, vous avez les conditions. Il faut la continuité et la stricte monotonie, hein, strictement décroissante ou strictement croissante. Donc, d'après, alors pour moi écrire, je vais écrire d'après le théorème de la bijection. Donc, il ne faut pas confondre, ou corollaire du théorème de la bijection, ou le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, qu'il ne faut pas confondre, effectivement, avec le TVI, donc le théorème des valeurs intermédiaires. Le théorème des valeurs intermédiaires, attention, ne vous permet pas d'assurer qu'il y a une unique solution. Le théorème des valeurs intermédiaires vous assure qu'il y a au moins une solution. Donc, regardez bien la question. Si vous avez dans la question montré que ça admet une unique solution, c'est le théorème de la bijection et pas le TVI. Attention, je vois encore trop d'élèves, des lycéens que j'ai, qui se trompent sur ça. Le TVI, ça vous permet de montrer que ça admet au moins une solution. Donc, en fait, vous n'avez pas la stricte monotonie. C'est des fonctions qui peuvent être constantes à un moment. Donc ça, c'est pas bon. Là, si on vous demande d'admettre qu'une équation admet une unique solution, c'est le théorème de la bijection. Alors, d'après le théorème de la bijection, on sait qu'il va exister un unique, alors je vous l'écris comme ça pour pas, voilà, parce que j'ai pas forcément trop de place, avec des quantificateurs, vous essayez de le marquer bien en français. Il existe, donc c'est un E majuscule à l'envers, un unique, c'est le point d'interrogation, donc ça voilà, tous ceux qui rentrent en prépa, vous allez utiliser que ça par la suite, donc les quantificateurs. Il existe un unique A, appartenant à ce même intervalle, voilà, et en plus on l'a vu donc dans le tableau de variation qu'on a fait, tel que, alors je vous le mets direct, donc, alors bon, on peut le mettre comme ça, h de A est égal à 0, mais ça c'est équivalent à dire que f de A moins A plus 1 est égal à 0, et c'est équivalent à dire que du coup, f de A est égal à A moins 1, et ça conclut donc notre question 7. Voilà. J'espère que pour la rédaction, c'est bon. On a quand même essayé d'être pas mal rigoureux sur pratiquement la totalité de cette question. Voilà, c'est comme ça qu'il faut introduire les choses, c'est comme ça qu'il faut raisonner. J'espère que c'est clair. On peut passer ensuite donc à au dernier gros bloc, d'accord, qui est la question 8. Donc pour la question 8, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc ça, c'est un bloc, c'est un bloc de questions qui ressort tous les ans au bac du Maroc.
Donc il faut vraiment connaître la méthode, c'est hyper important. C'est pas très compliqué, mais il faut faire attention à ce qu'on écrit et surtout bien justifier. C'est vraiment ça dans ce genre de bac et quand vous allez dans le supérieur, en classe prépa ou en licence. C'est vraiment ce genre de choses qu'il faut savoir faire à la perfection en termes de rigueur, en termes de rédaction. Donc là, on vous dit soit, donc je vous marque, hein, question 8A, donc soit on pose une suite AN, ok, pour tout n appartenant à grand N, tel que, donc on a que, alors je vous l'écris comme ça, hein, A0, ça appartient à 1 plus l'infini. Encore une fois, vous pouvez aller récupérer le sujet sur Internet, il y a le lien dans la description. Et pour tout n appartenant à grand N, on va avoir que AN plus 1 est égal à 1 plus F de AN. Ok, très bien. Donc ça, c'est posé par l'énoncé. Donc question 8A, on demande de montrer que pour tout n appartenant à grand N, on demande de montrer que A de n plus 1 moins AN, enfin moins A, pardon, en valeur absolue, c'est inférieur ou égal à 1 demi fois, en valeur absolue, AN moins A. Donc ça, si vous la voyez comme ça, la question, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il nous demande ici? Il nous demande de démontrer une inégalité, il y a des valeurs absolues, c'est très, très bizarre. Alors ça fait partie des questions impossibles à faire pour des terminales en France, pour des terminales qui ont suivi, on va dire, le programme classique en France. La majorité des profs ne font pas, à 99,9%, la plupart des profs ne vont pas vous introduire ce qu'il faut utiliser ici. Mais bon, moi je vous le dis pour la vidéo, comme ça au moins vous allez pouvoir faire la question avec moi. Il faut tout simplement en fait utiliser le corollaire du théorème des inégalités des accroissements finis. Ok? Donc, alors je peux déjà peut-être essayer de vous le réénoncer, comme ça au moins vous l'avez au tableau. Encore une fois, vous pouvez prendre en screen, vous pouvez le réécrire avec moi. Donc, alors je vais le marquer, hein, comme ça au moins vous l'avez. Alors pourquoi ici le corollaire et pas seulement l'inégalité des accroissements finis? Parce qu'on vous demande de montrer ça avec des valeurs absolues et on sait que le corollaire, ça fait justement intervenir les valeurs absolues. Donc corollaire du théorème des inégalités. Bon, je vais plutôt vous l'écrire, donc vous avez compris, c'est le théorème des inégalités des accroissements finis. Donc je vais vous le marquer en théorème des inégalités des accroissements finis. Bon, je sais pas si on peut l'écrire comme ça, vous avez compris, théorème des inégalités des accroissements finis. Donc ça, c'est le corollaire qui vous dit quoi? Donc qui vous dit que si vous avez une fonction g qui est... alors, les conditions, c'est continu. Même pas, je crois qu'on a juste besoin de la dérivabilité ici. On va juste dire que g est dérivable. Sur... Pardon, hop. Si g est dérivable sur un intervalle AB, ok? Non, même pas, c'est même pas AB en fait, ça va être, on va dire, sur un intervalle I. Okay. Donc si cette fonction-là est dérivable sur I, d'accord, tel qu'il existe, donc si, ou on va dire, oui, on va plutôt dire tel qu'il existe, j'essaie de bien vous l'écrire, tel qu'il existe un grand M, appartenant à R, d'accord, donc un réel, tel qu'il existe un grand M appartenant à R, avec, du coup, G' en valeur absolue qui va être inférieur ou égal à M. Okay, donc il faut que la fonction soit dérivable et il faut qu'il existe un M réel tel que la dérivée de G en valeur absolue sera forcément inférieure ou égale à M. Alors, le théorème vous dit quoi? Le théorème vous dit que vous allez avoir G, pour tout AB appartenant à l'intervalle de départ, vous aurez que G de B moins G de A. Alors là, il n'y a pas forcément de sens. Vous pouvez mettre G de A moins G de B ou G de B moins G de A parce qu'encore une fois, on est en valeur absolue. Donc là, on s'en fiche un peu. Que A, entre guillemets, soit plus petit ou plus grand que B, c'est pas très grave. D'accord? Parce qu'encore une fois, vous êtes en valeur absolue. Donc G de B moins G de A, le taux en valeur absolue sera inférieur ou égal à M et à M entre valeur absolue B moins A. Ok? Donc ça, c'est le corollaire du théorème des inégalités des accroissements finis. Donc il faut effectivement que la fonction soit dérivable sur l'intervalle de départ. Il faut qu'il existe donc un M appartenant à R tel que la dérivée soit inférieure à ce M-là en question en valeur absolue. Donc le corollaire du théorème des valeurs, enfin le corollaire de l'inégalité des accroissements finis vous dit que pour tout AB appartenant à l'intervalle I de base, que G de B moins G de A en valeur absolue, ce sera bien inférieur ou égal
AM moins, enfin M facteur de B moins A. Ok, donc ça, encore une fois, vous pouvez le prendre en screen. Là, normalement, il est bien écrit, il n'y a aucun problème. Donc, on le fait par rapport à notre fonction. Donc là, je l'efface, comme ça, je vais pouvoir avoir de la place pour écrire. Mais essayez de bien le retenir. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir ici, nous? Hop. Donc, on va poser que... Donc, on pose. On peut écrire comme ça, je pense. On pose G de AN. Ok. Je vais poser que G de AN, ou on va poser même G de X, en fait. On peut poser G de X qui va être égal à 1 plus F de X. Ok. Dérivable sur 1 plus l'infini. Ok. Donc dérivable sur 1 plus l'infini. Donc d'après tout ce qu'on a dit depuis le départ, hein, encore une fois, parce que c'est une somme de fonctions dérivables sur 1 plus l'infini. F, on l'a montré de base dans l'exercice. Et 1, bon, c'est dérivable, hein, la dérivée vaut 0. Donc cette fonction-là est bien dérivable. Et on sait, donc là il nous manque maintenant de trouver le grand M en question. On sait d'après la question, alors c'était la question 5D, encore une fois. Oui, c'est ça. D'après 5D, on sait que f' de x est inférieur, pardon, on va prendre le maximum du coup, est inférieur ou égal à 0. Ok, mais nous dans la question 8a, on vous demande de démontrer l'inégalité avec un 1,5 devant. Bon bah si elle est inférieure ou égale à 0, bah, elle est forcément strictement inférieure à 1,5. Ok, donc ça on le sait, c'est automatique. Donc si on utilise ça avec ça, on a bien trouvé notre majorant, le grand M, ok? Donc, on peut dire, on a bien les deux conditions, dérivable sur cet intervalle-là et un grand M qui appartient bien à R, hein, 1,5 ça appartient bien à R. Alors là, on ne va pas utiliser le 1,5 directement. Excusez-moi. Donc là, on ne va pas utiliser le 1,5 directement, on va directement en fait utiliser le fait que on va tout simplement reconstruire. On va reconstruire ça. Donc là, on sait que G' de X, G' de X est égal du coup à F' de X. Voilà. Ok. Donc la dérivée est égale à ça. Ok, très bien. Donc ça, c'est équivalent à dire, oui, ça, donc en fait, ça revient à la même chose. Que G' de X est inférieur ou égal à 0, qui est strictement inférieur à 1,5. Donc on revient au même. Donc effectivement, donc je vous l'écris encore une fois, donc d'après le corollaire du TIAF, voilà, j'ai vraiment envie d'être rigoureux sur la rédaction, ou en tout cas au maximum, on n'est jamais assez rigoureux, mais vraiment pour que vous ayez toutes les informations de disponibles. Là, c'était pas seulement f' qu'on voulait, c'est en fait g, c'est g'. Donc effectivement, en calculant la dérivée, bon, on tombe bien sur ça. Donc, là, je vais pouvoir vous l'écrire ici. Donc n'oubliez pas un a de n plus 1 ici. Hop, je peux vous le réécrire ici. A de n plus 1, c'est bien égal à 1 plus f de an. Donc en fait, par rapport à la fonction qu'on a conçue ici, on sait que g de an, en fait, c'est 1 plus f de an. Et donc, en fait, on retombe bien sur le a de n plus 1. Donc ça, c'est important. OK? Voilà. Donc ça, je peux l'effacer si vous l'avez bien écrit. Hop. Donc maintenant, tout simplement, on peut dire que d'après le corollaire du TIAF, alors, on avait cette information-là qui était importante, cette information-là, et la dernière information qu'il faut se souvenir, c'est que, vous voyez que vous, en fait, il faut partir de ça. Il faut partir de a de n plus 1 moins a, en valeur absolue. Or, ce a de n plus 1, on a dit d'après ce qu'on a mis ici, que c'est égal à g de an. OK. Et encore une fois, tout ça pour dire qu'il faut se ramener à l'énoncé du TIAF, donc le corollaire qu'on a montré tout à l'heure. Nous, on avait dit qu'il fallait avoir g de b moins g de a en valeur absolue, qui va être inférieur ou égal à ce m fois b moins a en valeur absolue. Donc en fait, il faut réussir à déterminer cela, en tout cas à les faire apparaître. Voilà, parce que là, encore une fois, on peut utiliser ce TIAF. Donc, une fois qu'on a ça, moins a, alors c'est là où il faut se souvenir de ce qu'on a fait dans la question 7, c'était l'unique solution pour laquelle, en fait, f de a était égal à, alors c'est dans la question 7, c'était a moins 1. Ok, donc ça, c'est équivalent à dire que a, du coup, est égal à f de a plus 1. Et en fait, vous vous rendez compte avec g de x, d'accord, je peux vous la remettre là, hein, g de x qui est égal à 1 plus f de x, qu'en fait, f de a plus 1, c'est égal en fait à g de a. Donc là, en fait, a, c'est égal à g de a en valeur absolue. Donc d'après ce corollaire-là, on peut dire que c'est inférieur ou égal
à ce grand M qu'on avait trouvé tout à l'heure. Donc ça, c'est le M. Hein. OK. C'est égal, donc, enfin, c'est inférieur ou égal à 1 demi de la valeur absolue entre AN et A, tout simplement. OK. Est-ce que c'est bien l'inégalité qu'il faut montrer? A de n plus 1 moins A. Donc ça équivaut à dire effectivement que A de n plus 1 moins A, en valeur absolue, bah, c'est bien inférieur ou égal à 1 demi de AN moins A. OK? Donc encore une fois, c'est une question qui n'est pas forcément évidente si c'est la première fois que vous faites ce genre de question. Quand vous voyez une inégalité comme ça, avec un majorant devant une valeur absolue et que vous avez deux valeurs absolues à droite et à gauche d'une inégalité, en règle générale, ce sera le corollaire du théorème des inégalités des accroissements finis. Donc n'oubliez pas ça, retenez bien l'énoncé de ce corollaire-là qui est extrêmement important. Et ensuite, bah, vous avez juste à récupérer en fait toutes les informations que vous avez déjà écrites, ok, à la question 7, juste avant, à bien poser la bonne fonction. Donc là, on avait posé que g de x était égal à 1 plus f de x. Encore une fois, dans le corollaire, marquez bien les conditions, dérivabilité, et montrer que la dérivée est bien inférieure à quelque chose. Donc là, il fallait réutiliser en gros la dérivée de f, donc on pouvait retomber à la dérivée de g. Et en ayant ça, bon bah, boum, vous pouvez directement tomber sur la bonne inégalité, qui est ici. Ok, j'espère que c'est clair. On passe très rapidement à la question B et à la question C, et on aura enfin donc fini cet exercice. Donc, la question B, c'est tout simplement une récurrence. Alors, ne suivez pas forcément la rédaction que je vais avoir. Là, je ne vais pas avoir une rédaction parfaite, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de vous faire les choses assez rapidement pour que vous puissiez avoir les points clés de la récurrence. Je suis pas, voilà, je vous donne pas une correction vraiment comme il faudrait l'écrire sur une feuille, surtout pour cette question. Là, j'ai envie d'aller vite pour la vidéo, j'ai pas envie qu'elle dure très longtemps. Donc, je vais vous donner les points clés de cette récurrence et comme ça, au moins, après, vous pourrez tout simplement bien l'écrire pour si jamais vous avez envie de vous réentraîner sur le sujet. Donc là, on va dire que pour tout n appartenant à grand N, on pose. Donc la proposition P de n, ce sera quoi? Ce sera que on va dire que notre proposition c'est AN moins A qui va être inférieur ou égal à 1 demi le tout à la puissance n facteur de A0 moins A en valeur absolue. Ok? Donc ça, c'est notre proposition. On est parti, donc initialisation. Donc n'oubliez pas, l'initialisation, on commence ici à n égale 0. Donc pour n, voilà, je vous l'écris assez rapidement. Hein. Pour n est égal 0, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc du côté gauche, bah, on va avoir A0 moins A. Ok. Bah, est-ce que A0 moins A, c'est bien inférieur ou égal à ce qu'on a là-bas? Là, de ce côté-là. Et là-bas, si on remplace les petits n par 0, 1 demi à la puissance 0, ça va faire 1. Et là-bas, on a bien A0 moins A. Donc oui, effectivement, on a bien que A0 moins A, bah, c'est bien inférieur ou égal. Bon, ici c'est égal, mais donc on a bien l'inégalité pour l'instant qui est vérifiée. Ok, donc vrai. Donc P de n vrai pour n égale 0. Ok, on passe à l'hérédité. Donc l'hérédité nous dit quoi? Que cette fois-ci on va fixer n. Ok, on fixe n appartenant à grand N. Notre hypothèse de récurrence, du coup, donc l'hypothèse de récurrence ici, ça va être quoi? Bah, ça va tout simplement être notre proposition. Hein. Donc on va avoir que AN moins A, en ayant fixé notre N, c'est inférieur ou égal à 1 demi le tout à la puissance N, hop, A0 moins A. Okay. Et nous, ce qu'on veut montrer, c'est montrons que P de N plus 1, P de n plus 1 qui est en fait, du coup, est vrai. Hein, donc, il faut montrer qu'elle est vraie. Donc, du coup, ce sera que A de n plus 1. Donc, ce qu'il faut montrer, c'est que A de n plus 1 moins A, en valeur absolue, c'est inférieur ou égal à 1 demi le tout à la puissance n plus 1, facteur de A0 moins A. Donc, ça, c'est ce qu'il faut démontrer. Ok? Encore une fois, c'est pas forcément la rédaction la plus propre, mais là, c'est vraiment pour être le plus rapide possible. Je vous efface l'initialisation, comme ça au moins vous pouvez, je vais pouvoir tout simplement continuer. Donc, il faut partir de ça. Ok, donc là, bah, on va partir de ce qu'on a ici. Hein, donc, je vais dire, ok, donc on a donc A de n plus 1 moins A. Le tout en valeur absolue. Ok, A de n plus 1, d'après l'énoncé, on a dit que c'était égal à quoi? A de n plus 1, d'après l'énoncé, alors même pas, en fait, on va tout simplement réutiliser la question 8a. Donc ça, on sait que c'est inférieur ou égal à quoi, d'après la question 8a?
c'est inférieur ou égal à 1 demi de AN moins A. Bon, c'est encore plus simple que ce que je pensais. Boum, donc ça c'est d'après 8A, ok. Sauf que ça, c'est quoi ça? Ça c'est égal à 1 demi d'après l'hypothèse de récurrence. Donc ici, j'utilise l'hypothèse de récurrence. L'hypothèse de récurrence, c'est quoi? Bah, c'est que précisément, cet élément-là, ici, il est inférieur ou égal à ça. Donc ça va être... Ah, pardon, je vais vous l'écrire plutôt comme ça. Donc ça, c'est inférieur ou égal à 1 demi. Donc ce 1 demi là, je le réécris forcément, multiplié par... Et ça, on sait que c'est inférieur ou égal à 1 demi, le tout à la puissance n, facteur de A0 moins 1. En valeur absolue, pardon. Hop, hop. Du coup, bah ça, c'est équivalent à dire tout ça que A de n plus 1 moins A en valeur absolue, c'est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance 1 fois 1 demi à la puissance n, ça va nous donner bien le 1 demi à la puissance n plus 1, facteur de A0 moins A en valeur absolue. Et donc, on a bien montré que le P de n plus 1 est vrai. Et ensuite, vous concluez directement, vous dites que P de n est vrai pour n est égal à 0 et que P de n plus 1 est vrai également. Donc, notre proposition P de n est vrai pour tout n appartenant à grand N. J'espère que c'est clair, je ne vous écris pas la conclusion, vous avez compris. Là, je voulais juste vous montrer voilà, comment utiliser l'hypothèse de récurrence, d'où partir. C'est vraiment ça qui est important. Et on finit, donc on conclut avec la question petit c. Comme ça, au moins, je vous aurai donné toute la correction de l'exercice 1 sur 3 parties différentes, donc sur 3 vidéos. Donc 8c. On déduit que la suite A de n est convergente. Donc là, bon, c'est pas très compliqué. Donc on a que pour tout n appartenant à grand N. Donc qu'est-ce qu'on vient de montrer, nous, à la question 8b? C'est que AN moins A, en valeur absolue, c'est inférieur ou égal à 1 demi. Le tout à la puissance n, facteur de A0 moins A. Ok, bon, bah là, c'est tout simple. Hein. Si on enlève les valeurs absolues, on va pouvoir utiliser, du coup, le théorème des gendarmes. Ça, on sait que ça tend vers quoi? Lorsque n tend vers plus l'infini. Encore une fois, là, je ne suis pas là pour faire une rédaction parfaite, comme si j'étais en train de vous distribuer un corrigé sur une correction de DS, sur une correction comme ça d'un bac. Je l'écrirai beaucoup mieux. Là, c'est pour être assez rapide. Donc ça, on sait que ça va tendre vers quoi? Lorsque Q est compris entre moins 1 et 1, strictement, et lorsqu'on fait tendre n vers plus l'infini, on sait que ça va tendre vers 0. Donc 0 fois un réel, A0 moins A, ça va faire quelque chose, d'accord? C'est un réel. 0 fois quelque chose, ça va nous donner tout simplement 0. Donc, on peut dire... limite de AN lorsque n va tendre vers plus l'infini, ok, ce sera tout simplement égal à AA. Ok, pourquoi? Parce qu'encore une fois, avec le théorème des gendarmes, enfin, en faisant plus A à gauche et plus A à droite, pour éliminer ce A là, on aura que ce AN est compris en inégalité large entre deux choses qui tendent vers 0, d'accord? Donc c'est comme ça que je le fais. Voilà, là je vais un petit peu rapidement pour écourter la vidéo. Mais encore une fois, prenez le AN seul, vous faites plus A à gauche, plus A à droite, donc avec cet élément-là qui est avec un moins devant, si on enlève les valeurs absolues. En faisant plus A là et plus A là, toute cette partie-là et toute la partie négative avec la même chose là, juste avec un moins, ça va tendre vers 0, plus A, les deux vont tendre vers A, donc d'après le théorème des gendarmes, on sait que la limite de AN va tendre vers A. Et donc ça conclut la question 8C et en l'occurrence donc l'exercice 1 donc, de ce baccalauréat du Maroc de 2024. Donc j'espère que les 3 vidéos vous auront plu. N'hésitez pas à refaire l'exercice, à vous réentraîner dessus. C'est vraiment des exercices classiques qui peuvent paraître vraiment durs si jamais vous êtes un terminal classique, encore une fois, qui avait seulement fait le programme en France. Donc là, je dirais que pour pouvoir vraiment finaliser cet exercice, il y a vraiment juste la question 3B et la question 8A. Qui sont vraiment difficiles dans le sens où c'est pas des choses que vous voyez malheureusement en terminale, c'est des choses que vous allez voir uniquement en MPSI, en PCSI, donc théorème des accroissements finis, le corollaire donc du théorème des inégalités des accroissements finis. Donc, mais si vous les apprenez comme je les ai mis au tableau, vous pouvez ensuite tout réutiliser. Faites bien gaffe encore une fois à toutes les conditions, il faut vraiment que toutes les conditions soient satisfaites pour pouvoir utiliser tout ça. Mais sinon, ce qui était vraiment intéressant, c'était le début, donc question 1, question 2, avec tout ce qui était taux d'accroissement, montrer qu'une fonction est bien continue en un point à droite ou à gauche, donc on sait qu'il faut faire un calcul de limite, etc. Donc franchement, voilà, exercice hyper intéressant. J'espère encore une fois que tout est clair. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner donc à mon compte TikTok, à ma chaîne YouTube. Merci encore une fois à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui partagent tout ça à vos copains, à vos copines, à des membres de votre famille pour pouvoir s'améliorer. Sur la chaîne, j'essaye de traiter tous les sujets du collège au lycée et même en prépa. Je fais pas mal de vidéos, donc orientation, conseils, retour d'expérience. Et je vous donnerai bientôt, donc bien évidemment, mes résultats pour le CAPES. On devrait avoir les résultats normalement vers le 6 mai.
Et j'espère pouvoir aller à l'oral, tout simplement avoir mon CAPES dès cette année pour pouvoir enfin me consacrer à 100% à l'agrégation dès septembre. Merci encore de m'avoir suivi et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao!